Alors, je vais commencer par vous dire un petit mot sur la méthodologie que nous avons utilisée dans cette étude. Pour analyser les performances financières des librairies indépendantes, nous nous sommes basés sur les données comptables d'un panel de librairies représentatives. Donc, au départ, nous avons identifié en France un peu plus de 2500 librairies, parmi lesquelles nous avons conservé 300, un peu plus de 300 même, selon deux principaux critères. Le premier, c'était la disponibilité des comptes. Il fallait des librairies qui avaient déposé leurs comptes entre 2003 et 2009. Et ensuite, le deuxième critère, c'était le degré de diversification de ces librairies, c'est-à-dire que les boutiques qui ont réalisé une part de leur chiffre d'affaires en dehors du livre trop importante ont été exclues du panel retenu. Au final, donc, on en a conservé un petit peu plus de 300 que l'on a répartis dans 5 panels différents. C'est ce que vous voyez donc, devant vous. Un premier panel qui comprend l'ensemble des librairies. Un deuxième qui est intitulé le panel G, c'est important pour pouvoir suivre tout à l'heure sur les graphiques, qui est celui des grandes librairies, c'est-à-dire celles qui réalisent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Un panel M qui concerne les librairies de taille intermédiaire ou moyenne, c'est-à-dire réalisant un chiffre d'affaires de 300 000 euros à 1 million d'euros. Et puis un panel de petites librairies. Je suis désolé pour le terme petite librairie, il n'est pas du tout péjoratif, mais juste pratique. C'est donc les boutiques qui réalisent moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, un dernier panel qui ne contient que des librairies labellisées LIR. Et là, nous n'avons pas retenu de critères de chiffre d'affaires. Toute taille a été sélectionnée. J'ajoute 3 choses assez rapidement au sujet de la méthodologie. Tout d'abord, bien comprendre que notre analyse porte uniquement sur des sociétés pérennes, c'est-à-dire des sociétés qui ont déposé leurs comptes entre 2003 et 2009, ce qui veut dire que sont exclues par définition les entreprises nouvellement créées ou celles qui ont disparu sur la période. De la même manière, les filtres statistiques que nous utilisons permettent en fait de définir un noyau d'entreprises qui ont des comportements relativement similaires et d'écarter les sociétés qui présentent des performances ou des résultats atypiques. Et cela a notamment pour conséquence d'avoir limité la présence des librairies spécialisées dans le panel, puisqu'elles présentent souvent des données financières relativement différentes de la moyenne. Enfin, je précise que les données qui vont vous être présentées concernant l'année 2010 sont le fruit d'une estimation faite par Xerfi à partir d'un modèle spécifique d'analyse et de prévision à court terme des marges et des résultats. Voilà, je peux maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, je vais balayer un petit peu l'environnement économique des librairies et la situation du livre en général pour mettre l'activité des librairies dans son contexte. La première chose que je voudrais souligner, c'est que le marché du livre a globalement traversé la crise sans encombre. La consommation en livres des ménages a bondi de 3,9% en 2009, puis s'est maintenue en 2010 à son deuxième niveau historique, ne baissant que de 0,5%. Et les premiers chiffres de 2011 sont plutôt encourageants et laissent entrevoir une nouvelle année de croissance pour le marché. Il y a 5 choses, 5 éléments, 5 facteurs d'explication qu'on peut mettre en avant. Tout d'abord, les arbitrages de consommation des ménages, qui sont plutôt favorables aux loisirs peu onéreux en période de pression sur le pouvoir d'achat. Les sacrifices qui ont pu être faits sur des postes comme l'automobile, comme des postes sur le logement ou les vacances, ont en fait profité aux loisirs de proximité et à la culture. Et les ménages sont notamment davantage tournés vers les divertissements entre guillemets peu chers et en premier lieu vers le livre. Ce qu'on observe également, c'est l'émergence d'une catégorie de lecteurs occasionnels de plus en plus importante qui ont tendance qui sont la contrepartie un petit peu de la perte du nombre de gros lecteurs. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les récents blockbusters ont atteint des scores nettement supérieurs aux habituels best-sellers. L'émergence du livre numérique, c'est également un nouveau moteur de croissance pour le marché. Et puis enfin, le livre profite en ligne, qui affiche depuis plusieurs années une croissance à 2 chiffres. Alors,
Malgré tout, il est quand même légitime de se demander si cela va pouvoir durer et perdurer dans le temps. Car bien sûr, sur moyenne période, on observe une érosion de la pratique de la lecture qui a tendance à s'affirmer en plus de génération en génération. De nouveaux médias se sont installés, j'ai envie de dire, dans les pratiques culturelles des Français, la télévision, les jeux vidéo, Internet, etc., venant prendre du temps disponible à la lecture ou aux médias plus traditionnels. Et une façon de l'illustrer, eh c'est de voir que la part du livre dans la consommation de biens et services culturels a régulièrement reculé depuis 20 ans, passant de 10,5% en 1990 à 7,5% aujourd'hui. Et ce, comme on peut le voir sur ce graphique, principalement au profit de la télévision, qui est passée donc en 1990, c'est sur le camembert du milieu de 14% à 21%, à plus de 21% aujourd'hui. L'informatique et les jeux vidéo qui sont passés de 4% à 15%. Ou encore la vidéo ou les spectacles vivants qui sont les postes de consommation qui ont le plus progressé depuis 20 ans, entre autres au détriment du livre. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit tour d'horizon du contexte économique. Et si on s'intéresse maintenant concrètement à l'activité des libraires à partir de nos panels et notre méthodologie, eh bien, la première chose qu'on constate, c'est que les librairies ne parviennent plus à tirer profit de la bonne tenue du marché du livre. Entre 2003 et 2010, eh bien, la consommation des ménages en livres a progressé de 10,7%, pendant que dans le même temps, eh bien, le chiffre d'affaires du panel de librairies que nous avons retenu reculait de 5,5%. Et pire encore, cet écart entre le marché du livre ou la consommation du livre et l'activité des libraires, eh bien, elle a eu tendance à se creuser encore plus en 2009 et 2010. En 2009, on avait une progression de la consommation à 3,9% et une baisse du chiffre d'affaires des libraires à 2,4%. Idem pour 2010, d'un côté moins 0,5%, de l'autre moins 3%, ce qui a considérablement creusé l'écart entre les deux. Alors c'est une évolution un petit peu à contre-courant, mais qui s'explique, qui est simplement le reflet finalement des mutations récentes que l'on peut observer dans la distribution du livre. Tout d'abord avec la poussée du canal Internet. Effectivement, les web librairies captent des revenus qui échappent assez largement aux détaillants traditionnels du livre, à part peut-être les plus gros d'entre eux qui ont fait suffisamment tôt un peu le pari de la vente en ligne. Et puis, avec une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années, notamment en 2009 et 2010, ils accaparent aujourd'hui 11% du marché du livre, devant notamment un des circuits, peut-être le circuit de l'occasion et des ouvrages de fond en général. Le risque en plus, c'est que ce rôle soit renforcé par l'émergence du livre numérique. Ce dernier représente aujourd'hui un peu plus d'1% du chiffre d'affaires des éditeurs. Et c'est bien sûr, de par son caractère dématérialisé, une menace à court terme ou à moyen terme pour la librairie, puisque, au risque de vous froisser un petit peu, de faire la comparaison avec ce qu'a pu être l'évolution de la vente de disques par rapport à l'arrivée du téléchargement de musique. L'autre grand vainqueur de cette restructuration de la distribution du livre, eh bien, c'est la grande distribution. À eux deux, donc les grandes surfaces culturelles type Fnac, Virgin, etc., et les hyper et supermarchés ont gagné plus de 7 points de part de marché entre 2000 et 2010. Alors c'est tout d'abord parce qu'on assiste à une évolution des modes de consommation, avec une préférence croissante des clients pour une offre de distribution standardisée qui favorise en fait le transfert de la vente de livres dans des grandes zones commerciales, des centres commerciaux, etc., et aussi vers les lieux de transit tels que les gares ou les aéroports. Cela a pour conséquence également de faire progresser le commerce sous enseigne qui gagne régulièrement du terrain, même sur le segment du livre aujourd'hui. Alors bien sûr, du côté des grandes surfaces culturelles, dont le parc a plus que doublé depuis 2002, c'est important, mais également au sein même de la librairie, où les réseaux de dimension nationale et régionale se développent assez rapidement. La croissance également de ces réseaux concurrents, j'ai envie de dire, non spécialisés et concurrents, elle doit également être mise en lien avec la perception
qu'ont les consommateurs. C'est-à-dire qu'ils estiment effectivement que le canal Internet, les hypermarchés ou les grandes surfaces culturelles sont les canaux de distribution où le prix du livre est le moins cher. Et une enquête de GfK qui avait été menée en 2009 a d'ailleurs montré que 83% des Français ignoraient que le prix du livre était unique en France. Donc face à cet environnement concurrentiel assez difficile, bien, le chiffre d'affaires des librairies, on l'a vu, recule, et elles perdent petit à petit bien, le contrôle du marché, c'est-à-dire que leur part de marché est passée de 20,8% en 2000 à 17,2%, donc moins 3,6 points. Et ce chiffre monte même à 8 points si on tient compte bien, des maisons de la presse, des papeteries librairies ou des soldeurs. Je vais maintenant un petit peu détailler l'évolution du chiffre d'affaires selon la taille des librairies et selon nos trois panels. Ce qu'on constate, c'est que les grandes librairies, donc celles, je vous le rappelle, qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, sont à peu près les seules à suivre globalement la tendance du marché, avec une progression de près de 6% depuis 2010. À l'inverse, les librairies de taille intermédiaire, donc le panel M, et les petites librairies, le panel P, ont vu leur chiffre d'affaires reculer respectivement de 4,7% et 12,7% entre 2004 et 2010. Alors je précise sur ce graphique et tous ceux qui vont venir par la suite que le premier chiffre correspond à celui de l'année 2010 et entre parenthèses, c'est la variation sur l'ensemble de la période. Nous allons maintenant regarder un peu plus près les performances financières des librairies, en commençant par la marge commerciale. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que l'effet taille est assez limité. Le taux de marge commerciale s'établissant entre 33,2% et 33,6% selon nos trois panels. En fait, les économies d'échelle et notamment les meilleures remises dont profitent les grandes librairies sont globalement compensées par le fait qu'ils sont davantage positionnés sur les ouvrages scolaires et la vente aux collectivités, deux segments sur lesquels les taux de remise sont effectivement inférieurs à la moyenne. Si on ajoute à ça le fait que la part des ventes hors livre a tendance à être plus forte dans les petites librairies, segments sur lequel, là encore, les marges sont un petit peu plus confortables, ça fait qu'au total, on a à peu près une homogénéité, quelque chose d'à peu près identique selon les tailles des librairies. Le deuxième constat sur la marge commerciale, c'est qu'on observe quand même une légère progression depuis 2003, environ 1 point en moyenne selon nos différents panels. Alors, une partie de cette amélioration peut s'expliquer par une éventuelle hausse des taux de remise consentis par les éditeurs aux librairies, mais c'est surtout et aussi le plafonnement à 9% des rabais aux collectivités depuis 2004 qui a joué un rôle prépondérant, notamment pour les plus grandes librairies. Or, ce gain n'en est toutefois pas vraiment un, puisqu'il a été compensé depuis 2004 par une hausse en parallèle des charges externes liées au versement à la SOFIA de 6% du prix hors taxe des livres achetés par les bibliothèques. Donc au final, cet impact-là, il est relativement modeste. Quoi qu'il en soit, donc, vous allez le voir, cette maigre amélioration du taux de commercial, elle est très insuffisante pour couvrir la hausse des charges d'exploitation des librairies depuis 2003. Effectivement, gérer l'absence de croissance, c'est un exercice très difficile, quelle que soit l'activité, bien sûr, car les dépenses d'exploitation, elles, dans le même temps, alors que l'activité baisse, continuent en général à augmenter à un rythme peut-être de 2 ou 3% par an, sans que les dirigeants aient finalement véritablement de marge de manœuvre pour en inverser la tendance. Le poids, par exemple, des AACE, donc les autres achats et charges externes, dans le chiffre d'affaires des librairies, s'est accru de plus de 2 points entre 2003 et 2010. Conséquence notamment bien, de la hausse chronique des loyers commerciaux en centre-ville et aussi de l'envolée des coûts de transport. Un chiffre, par exemple, c'est que l'indice des loyers commerciaux a progressé en moyenne de 3,9% par an depuis 2003. Le plafonnement des rabais, dont on vient de parler aux collectivités locales, c'est aussi accompagné à partir de 2004 donc de la création de ce reversement à la SOFIA qui est venu également alourdir le poids des ACE. Alors, ce qu'on remarque au passage, c'est que ce sont les petites librairies qui sont le plus affectées par cette augmentation des AACE.
Elles pèsent en effet structurellement plus lourd dans les petites boutiques, car elles sont principalement composées de frais fixes, comme le loyer, entre autres, qui n'augmentent pas de manière linéaire avec le chiffre d'affaires, ce qui implique des économies d'échelle, mais qui sont évidemment réservées aux plus grandes librairies. Ensuite, la proportion des libraires propriétaires de leurs murs a tendance à être inférieure dans les petites librairies, et le taux de retour y est également supérieur, notamment parce qu'il y a un recours à l'office qui est plus élevé que dans les grandes librairies, ce qui induit bien sûr des coûts de transport qui sont supérieurs pour les petites structures. Côté frais de personnel, le constat est identique, avec un alourdissement généralisé depuis 2003. D'un côté, effectivement, les salaires et notamment le SMIC augmentent régulièrement, et de l'autre, la réduction des effectifs est limitée par la volonté des libraires de maintenir services et conseils à la clientèle, qui sont finalement deux de leurs principaux avantages comparatifs sur lesquels il est aujourd'hui très difficile de rogner. Et ce qu'on observe surtout, et qui est assez inquiétant, c'est que seules les petites librairies semblent avoir trouvé une parade, mais qui n'est évidemment pas viable, c'est celle de réduire leur propre rémunération. C'est ce qu'on voit notamment, on voit une progression plus lente, et notamment l'année 2009, où on a eu une chute du chiffre d'affaires des petites librairies assez importante, et on voit que leurs frais de personnel ont augmenté, ont diminué plus que proportionnellement à leur baisse de chiffre d'affaires. Bilan forcément de ça, c'est qu'on a une baisse de l'activité, des charges qui augmentent et forcément des résultats en chute libre sur la période, c'est sans surprise. Le taux d'OBE que l'on a mesuré, c'est par exemple, a été divisé par 3 en l'espace de 7 ans, atteignant le seuil critique de 1,5% en moyenne selon la taille des librairies. Un effondrement donc, que seule la maigre progression de la marge commerciale ainsi que les exonérations de contributions économiques territoriales obtenues par les librairies labellisées ont pu un petit peu atténuer, mais pas plus que ça. Alors en apparence, les petites librairies semblent à peu près s'en tirer, avec un taux de BE qui chute à 0,8%, mais elles ne le doivent qu'à une chose, c'est ce que je viens de dire, c'est la baisse de la rémunération de leurs propres dirigeants. D'ailleurs, ce qu'on voit sur le panel intermédiaire, donc la courbe violette, eux qui ont finalement moins de marge de manœuvre sur leurs frais de personnel, puisqu'ils ont des effectifs salariés sur lesquels ils ne peuvent pas vraiment jouer, eh bien le repli du taux de BE a été beaucoup plus brutal en 2009 et finalement en 2010. Cette baisse globale des performances d'exploitation, évidemment, elle se répercute sur les autres ratios financiers, et en premier lieu sur le résultat courant avant impôt, qui s'est dangereusement rapproché de zéro pour les petites structures, et ce, malgré une stabilité des dotations aux provisions, la légère baisse même des dotations aux amortissements et la réduction du poids des charges financières, en tout cas dans nos panels. Idem pour le résultat net, qui est tombé à un plus bas historique en 2010, et dont le maintien finalement au-dessus de zéro, dans les petites structures en tout cas, tient essentiellement à un niveau significatif de résultats exceptionnels au cours des 2 derniers exercices. Donc ces piètres performances financières, eh bien, elles font tout simplement aujourd'hui de la vente de livres en magasins spécialisés un des secteurs les moins rentables du commerce de détail. Quel que soit l'indicateur que l'on peut observer, les librairies affichent systématiquement les ratios les plus faibles de la distribution, loin de secteurs comme l'optique, les horlogeries, les fleuristes, par exemple. Donc ça se voit en premier lieu sur le taux de marge commerciale, où on voit que les librairies ont un taux de marge commerciale qui est 7 points en dessous de la moyenne de l'ensemble du commerce de détail, ce qui est quand même considérable. Ça se répercute également, ça se voit également bien sûr sur le taux d'excédent brut d'exploitation, où en moyenne sur la période 2003-2009, le BE des librairies est plus de 2 fois inférieur à celui de l'ensemble du commerce de détail. Et sans surprise, sur le résultat net, le constat est identique, avec un résultat net en moyenne de 1,5% pour les librairies, plus de 2 fois, là encore, inférieur à l'ensemble du commerce de détail qui se fixe, lui, à 3,7% sur la période. En plus, ce que masquent ces données, qui sont des données annuelles, une moyenne sur la période, c'est que la performance des librairies, c'est en plus davantage dégradée que celle des autres. Donc le constat est encore plus inquiétant.
Donc, en plus, donc, le constat n'est pas plus rassurant, malheureusement, du côté du financement du cycle d'exploitation. La question du BFR prend en effet une importance cruciale dans le contexte actuel de baisse d'activité et d'inflation du nombre de nouveautés. Dans les petites librairies et les boutiques de taille intermédiaire, le montant et la fréquence des commandes tendent en effet à augmenter, tandis que les stocks d'invendus et les retours progressent de leur côté. Et en conséquence, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, le niveau de leur stock a respectivement augmenté de 7,3 jours et 5,7 jours de chiffre d'affaires entre 2003 et 2010. Et ce, alors même que ces structures ont déjà un ratio de rotation de leur stock qui est 1,1 fois inférieur à celui des grandes librairies. Alors cet écart, il s'explique notamment par le fait que les petites structures ont davantage recours à l'office, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour leurs approvisionnements, avec pour conséquence un taux de retour supérieur à la moyenne et des délais de garde plus élevés. Vous l'aurez compris, tout cela a de quoi peser sur le cycle d'exploitation des librairies, qui sont confrontées à une problématique de trésorerie de plus en plus aiguë. Surtout que les délais aux fournisseurs ont eu tendance à se raccourcir sur la période, environ de 6 jours en moyenne selon les différents panels. Et au final, on a un BFR d'exploitation qui a par exemple augmenté de 14 jours de chiffre d'affaires entre 2003 et 2010 dans les librairies de taille moyenne pour se fixer à pratiquement 63 jours. Si on ajoute aux pressions sur la trésorerie la baisse du chiffre d'affaires et le repli des performances financières, on comprendra que la situation devient critique pour les petites librairies. Si ça vous fait rire, c'est pas trop grave alors. Voilà, j'ose espérer. Elle est devenue critique, au point en fait que c'est la rémunération des dirigeants aujourd'hui qui fait fréquemment figure de variable d'ajustement pour équilibrer les comptes. C'est ce qu'on a observé en tout cas. Par exemple, dans le cas des librairies qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre d'affaires, comme je le disais tout à l'heure, la baisse de l'activité de 2009 s'est traduite par une évolution à la baisse plus que proportionnelle des frais de personnel. Ce qui a permis, entre guillemets, artificiellement d'afficher un résultat net positif sur l'exercice. Mais bien sûr, cette situation a évidemment ses limites, bien sûr d'un point de vue individuel, je ne m'étends pas là-dessus, mais ce n'est pas tenable, et d'un point de vue financier évidemment, puisqu'elle fragilise forcément la structure financière même d'une librairie, puisque la conséquence, c'est en général que cette baisse de rémunération se traduit, c'est ce qu'on a observé aussi en 2009, elle incite en fait à verser des dividendes qui sont supérieurs à ce qu'on fait d'habitude, à ce qu'ils font d'habitude pour compléter leur rémunération. Et c'est ce qu'on a vu en 2009 dans les petites structures, où effectivement la distribution de dividendes était supérieure au résultat net de l'année précédente, ce qui est assez rare et symptomatique d'une profession qui peut avoir des difficultés. Et en plus, donc ça entraîne une fragilisation, comme je vous le disais, de la structure financière, et ça enclenche une sorte de cercle vicieux, puisqu'on puise dans les fonds propres, on appauvrit la société, ce qui crée des pressions sur la trésorerie, une moindre capacité à financer des stocks, un moindre choix en magasin, une baisse des ventes, un repli des résultats, etc. Et la boucle recommence, et vous aurez compris la difficulté que ça représente. Dès lors, malheureusement, il faut s'attendre à une accélération de l'érosion du tissu de librairie dans les prochaines années. Alors certes, la politique du livre unique a longtemps permis de maintenir un parc assez dense en France de librairies, mais l'effondrement récent des performances que l'on a pu voir devrait faire de nombreuses victimes. Il va y avoir une réduction de la taille des magasins et des effectifs, le non-renouvellement de certains baux commerciaux, des défaillances de société, un métier qui au final devient moins attractif, des départs à la retraite non compensés, etc. Et ce que l'on avait déjà observé entre 1999 et 2009, c'est-à-dire une réduction de 15% du nombre d'établissements dans le secteur, la cadence risque de s'accélérer dans les prochaines années. Alors pour redresser un peu cette situation et éviter un tel scénario, les plus résistantes d'entre elles, puisqu'il y en a évidemment, devront avant tout compter sur une amélioration du taux de marge commercial. C'est la
principale variable d'ajustement pour eux. Et cette équation, elle pourrait passer, ou elle doit passer, je ne sais pas, par l'obtention de meilleures conditions tarifaires auprès des éditeurs et des distributeurs, et donc par une nouvelle réflexion autour de la distribution de la valeur au sein de la filière. Le problème, évidemment, c'est qu'à l'heure de l'émergence du livre numérique et du combat contre les géants Amazon et Google, on peut se demander si c'est véritablement une priorité pour les éditeurs de venir au chevet de la librairie aujourd'hui. Alors, face au tableau noir que je viens de dresser, j'en suis désolé, quelques foyers de résidence apparaissent tout de même. Je vais finir sur une note positive. Du côté des grandes librairies, tout d'abord, entre 2003 et 2010, leur chiffre d'affaires a progressé de pratiquement de plus de 6%, c'est ce qu'on a vu, notamment porté par le redressement des ventes aux collectivités locales depuis 2003, mais aussi parce que certaines d'entre elles ont profité des synergies offertes par leur stratégie de regroupement, du succès du commerce sous enseigne auprès du public, ou de leur positionnement sur des activités récurrentes comme le scolaire. Et enfin, parce que certaines d'entre elles ont aussi fait le pari suffisamment tôt de la vente en ligne depuis quelques années. Tout cela se traduisant globalement par de meilleures performances d'exploitation, ça les récapitule ici, notamment au niveau donc, de l'EBE qui est assez significativement supérieur à la moyenne des autres panels, ainsi et surtout que sur leur niveau de stock et leur ratio de rotation des stocks, qui est non seulement plus faible, mais qui en plus a eu tendance à se réduire au cours de la période. L'autre foyer de résistance que nous avons mis en évidence, eh bien, ce sont les librairies labellisées. Là encore, elles affichent une activité significativement plus dynamique que les autres, avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 8% sur la période 2003-2009, et également des performances financières qui sont finalement très proches de celles des grandes librairies. On voit que le taux de BE est quasiment au même niveau. Un niveau des stocks légèrement supérieur, mais sur ce panel aussi, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait une réduction du niveau des stocks, ce qui n'est pas le cas des panels M et P que l'on avait pu observer auparavant. Alors tout ça, ce que ça laisse entendre, c'est que les boutiques qui misent finalement sur la visibilité peut-être, l'agencement de leurs points de vente, sur la pertinence et la largeur de leur assortiment, sur la qualité du conseil bien sûr, ou la fidélisation de la clientèle, ont encore quand même, j'espère en tout cas, une belle carte à jouer. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole.